Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde qui est à l'écoute de Rendez-vous Nature qui commence maintenant. Et cette semaine, avant de vous parler du menu de la semaine, je vous rappelle qu'on est actuellement dans la dernière fin de semaine de la chasse de l'orignal dans la majorité des zones de chasse au Québec. Je voyais que juste du côté de la ZEC Bas-Saint-Laurent, que j'appelle toujours la ZEC orignale, même si ça déplaît à plusieurs, ben, il reste que le premier dimanche de l'ouverture de la chasse, dans l'avant-midi seulement, ben, il y avait déjà une vingtaine de bêtes qui avaient été signalées, rapportées, autant des mâles que des femelles, même si on sait que cette année, la ZEC Bas-Saint-Laurent, la ZEC Owen et la ZEC Chapet demandaient aux gens, aux chasseurs, de protéger la femelle. Mais on verra en bout de ligne qu'est-ce que ça va donner. Mais je rappellerai aussi que durant la chasse arc et arbalète, il s'est récolté 158 orignaux. Alors, je pense qu'on se dirige vers un record quand même assez important du côté de la ZEC Bas-Saint-Laurent. Du côté de la réserve Rimouski, on me dit que ça va bien, mais je n'ai pas eu de chiffres. Matane aurait eu un peu de difficulté. On parlait il y a 2 semaines de peut-être un taux de succès de 60%, alors qu'habituellement, on parle de 80-84%. Ce sont les réserves fauniques qui sont les plus giboyeuses au niveau de l'orignal. Mais quoi qu'en Abitibi, on connaît beaucoup de succès aussi, même du côté de la zone 18 sur la Côte-Nord, où depuis quelques années, on voit vraiment que le cheptel orignal est en croissance, puis il se récolte des trophées quand même assez spectaculaires. Donc, la chasse de l'orignal est sur le point de se terminer avec cette présente fin de semaine, parce qu'en fin de semaine prochaine, la fin de semaine des 1er et 2 novembre, ben là, c'est la fin de semaine qui est réservée à la chasse de la relève pour chasser le chevreuil. Suivra ensuite, dès le 8 novembre, la chasse du chevreuil avec arme à feu, mais encore là, faites attention, il y a quand même des endroits où c'est en vigueur depuis le 18 octobre et ça se termine aussi. Donc, consultez vraiment les périodes de chasse sur le site du ministère pour être vraiment certain de toutes les dates, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et pour parler de cette fin de semaine de la chasse de la relève, ben, je vais justement en discuter avec le porte-parole du ministère, Daniel Labonté, qui va nous donner tous les détails concernant cette activité qui connaît vraiment une croissance accrue depuis les dernières années. Et surprise, le ministère des Ressources naturelles tient un tirage pour attribuer 27 terrains de villégiature un peu partout à travers la province, mais pas dans toutes les régions. Et ça a suscité un peu la grogne du président du regroupement des locataires de terre publique, Arthur Fortin. Habituellement, il y en a 100. Et pourquoi que ça arrive si tard, alors qu'habituellement, on était au courant beaucoup plus tôt? Alors, je vais en discuter avec Arthur Fortin, qui est le président du regroupement des 41 000 locataires de Bois-en-Forêt, dont seulement 3 000 sont membres. Alors, je vous invite à être membre parce que c'est la force du nombre qui va faire le succès des interventions et des pressions qu'exerce le RLTP auprès du ministère des Ressources naturelles. Pour lancer Rendez-vous Nature de cette semaine, je reçois un chasseur hors de l'ordinaire qui évolue hors de la sauvagerie québécoise. Il la survole, il la voit de haut, de très haut, pour ensuite redescendre et nous faire découvrir et partager ses découvertes. Pierre Lahoude est historien, protecteur de l'environnement et du patrimoine bâti, mais dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui, il est surtout un photographe d'exception, doublé bien sûr d'un historien, qui depuis 50 ans photographie un Québec comme on le voit jamais. Pierre Lahoude a édité le 16 octobre les camps de pêche du Québec, des camps encore privés dans certains cas, même s'il y a eu un grand déclubage en 1968, et qui a redonné finalement ce déclubage, qui a redonné la forêt et ses ressources fauniques, halieutiques et synergétiques aux Québécois. Pierre Lahoude, les camps de pêche du Québec, c'est un ouvrage dans lequel vous dévoilez plein de secrets demeurés bien cachés. On voit des photos qu'on n'a jamais vues, on voit des installations, des bâtiments totalement bien conservé, datant de parfois de 150 ans, et tout ça fait partie de l'histoire du Québec. Écoutez, c'est un patrimoine absolument méconnu de notre histoire, justement parce que moi je dis que ce sont des trésors enfouis quelque part en forêt québécoise, oui. Et comme pendant des années, c'était des camps privés, personne n'y avait accès. Maintenant, beaucoup de ces camps-là, je vous dirais presque
plus de 60%, sont devenus des pourvoiries. Alors, maintenant, les gens y ont de plus en plus accès et on peut aussi découvrir un patrimoine mais absolument inégalé de ces camps-là. C'est remarquable. Écoutez, entrer dans un de ces camps-là, c'est comme faire un retour en arrière de 100 ans. Il y a un esprit des lieux qui est là, qui est de conserver de façon exceptionnelle. Le souci des gens de ne jamais moderniser un camp de pêche est absolument remarquable. Oui. Et c'est un patrimoine, je vous dis, unique, là. Oui, vous dites qu'environ 60% ont été transformés en pourvoiries, donc il reste peut-être un 40% qui demeure de propriété privée, mais vous n'avez pas eu d'opposition des propriétaires, de ces propriétaires privés, même des sociétés et organismes, pour pénétrer puis aller à l'intérieur de ces habitations? En fait, je n'en ai eu qu'une. Seule interdiction, le Restigouche Salmon Club, qui est probablement le camp le plus privé au monde. Et eux m'ont donné absolument aucun droit, aucun accès. On me dit, écoutez, tu peux photographier nos camps de la rivière, tu peux les photographier en avion, mais tu ne peux pas entrer sur le terrain. Oui, parce que mais c'est le seul. Pour être membre du Restigouche Salmon Club, il faut être membre pour pénétrer dans l'intérieur des bâtiments. Voilà, voilà. Mais pour tous les autres, écoutez, il y a une espèce de générosité, là, j'ai jamais vu ça. J'ai demandé à des Bostonnais, j'ai demandé à des gens de New York, no problème, Pierre, tu rentres dans la maison quand tu veux, on va t'envoyer notre directeur avec nous autres, puis avec toi, puis jamais. Vous savez, le monde de la pêche est un monde, à mon avis, de gens qui sont très généreux, qui aiment la nature, qui aiment l'environnement, et de peut-être montrer ce patrimoine-là, les gens en sont fiers. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais eu aucune contrainte. En parcourant votre livre qui est magnifique, puis je dois vous dire que la première page, je crois que c'est une photographie qui a été prise, bien sûr, en avion, et je crois que c'est dans la réserve de Port-Daniel, en Gaspésie. Oui, exact. Oui. On remarque le petit chalet là, qui est au cœur de l'eau, là, qui est vraiment très, très représentatif. Mais dites-moi, vous êtes ni pêcheur, ni chasseur. Puis, c'est pas tellement les photos comme l'histoire de ces camps qui vous a intéressé, parce que là, on remonte à 150 ans, il y a des camps qui sont prestigieux, il y a des camps qui ont accueilli les Winston Churchill et les Roosevelt, il y a plein de gens comme ça, de personnalités. Puis là, vous nous permettez là, de découvrir ces lieux qui étaient jusque-là inconnus, sinon peut-être par les gens qui les fréquentent déjà. Effectivement, écoutez, moi, la première fois que j'ai survolé ces camps-là, c'était il y a une vingtaine d'années. J'ai survolé à la Restigouche. Et tout d'un coup, j'ai vu ces immenses bâtiments en bois rond. Je me suis intéressé à ça en me disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Sans le savoir, j'étais tombé sur un des camps construits par Stanford White. Stanford White, c'est une célébrité dans le domaine de l'architecture. Il a fait des immenses bâtiments à New York, Chicago, Montréal. Et Stanford White aimait tellement la pêche qu'il a construit des camps pour ses amis sur la Restigouche. Et ces camps-là sont de toute beauté, avec une élégance remarquable, mais toujours intégrés à leur environnement. Et c'est ce qui m'a donné la piqûre, dans le sens, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est quoi ce monde-là? Et puis là, petit à petit, j'ai commencé à ramasser de l'information et je me suis ramassé devant un trésor d'informations absolument gigantesque et qui est absolument pas connu, comme vous l'avez souligné. Churchill est venu ici pêcher au lac à l'épaule. Il est allé au lac des Neiges. Roosevelt est venu. Presque tous les présidents américains, sauf Trump, sont venus ici, sont venus pêcher ici. C'est remarquable. Là. Il y a les grandes vedettes américaines de sport, de la Bing Crosby, en tout cas Jack Lemmon, n'importe qui, nommez-les, ils sont quasiment tous venus ici. Et puis souvent je dirais pas dans un confort exceptionnel, là, parce que ces camps-là sont assez rustiques. Absolument. Alors, les gens venaient prendre un bain de nature, en fait. C'est ce que je crois. Oui, c'est ça. On voit quand même de belles constructions. Puis à l'intérieur, ce sont tous des camps ou disons des camps qui sont finis en petites planches laminées de cèdre, avec toujours des immenses foyers en pierre, puis toujours avec une vue bien sûr sur la rivière ou sur le lac. Mais vous avez dit que il y a 20 ans, vous avez découvert de haut là, ces bâtiments-là. Donc, c'est un travail qui a duré pendant toutes ces 20 années. Oui, parce que, vous savez, le Québec est immense, très grand.
l'ouverture de ces camps-là est très limitée. Généralement, ça peut être 2 mois. Hein? Oui, oui. Et se promener d'un camp à l'autre, c'est un temps fou. Oui. Et en plus, faut-il avoir les permissions, les occasions. Bref, tout ça fait que j'ai grappillé tranquillement, petit à petit, puis à un moment donné, je me suis ramassé devant cette banque d'informations-là, et là, je me suis dit, là, je peux publier. Oui, mais vous avez sélectionné seulement 40 camps. Oui. Puis je me souviens, j'ai lu aussi, puis j'ai écrit là-dessus, lorsqu'il y a eu le grand déclubage, on parlait de quelques 2000, même 2200 clubs privés. Alors donc, vous avez dû faire un travail de sélection, de synthèse incroyable pour en arriver à produire les 250 pages, mais de 40 camps seulement au Québec. Et en plus, je vous dirais qu'on s'est limité au niveau de la photo parce que il y a des camps, là, tant qu'à moi, qui mériteraient au moins une dizaine de pages de photographie tellement c'est beau. Oui. Et c'est un livre qui aurait dû avoir peut-être 500 pages, mais 500 pages aujourd'hui, c'est un peu illusoire de penser à ça. Mais c'est que je vous dis, l'intérieur de ces camps-là, il y en a, là, c'est d'une beauté, mais à couper le souffle, tellement ça n'a pas bougé, tellement l'esprit du lieu est là, tellement le patrimoine est toujours présent. Et j'ai été impressionné. Et comme vous dites aussi, j'en ai sélectionné une quarantaine. Alors, je suis allé chercher ce qui m'intéressait, pour moi, le plus, évidemment, je suis historien, donc c'est toute l'histoire derrière tout ça, tout ce patrimoine-là qui est encore là, qui est toujours présent. Et écoutez, il y a des histoires absolument fantastiques quand on pense que la princesse Louise, la fille de la reine Victoria, venait pêcher sur la Cascapédia. Elle était mariée au gouverneur général du Canada, le gouverneur Lorne, et il restait à Ottawa, mais il venait pêcher sur la Cascapédia dans le Lorne Cottage. Oui. Et la princesse Louise disait qu'elle aimait mieux les moustiques de la Cascapédia que les bouffons d'Ottawa. Elle n'avait pas la langue dans sa poche. Oui, ça s'appliquerait encore aujourd'hui très bien. mais dites-moi, il reste quand même que on voit là, de par l'histoire que vous racontez, que ce sont pour la plupart des habitations qui ont été bâties, des terrains qui ont été acquis par de riches familles américaines, même anglaises, même de l'Écosse, de l'Irlande. Et tous ces gens venaient dans un seul but, comme vous dites, pendant quelques mois, pêcher le saumon. Donc, on peut comprendre que c'est surtout en Gaspésie qu'on retrouve la plus grande concentration de chalets qu'on retrouve dans votre livre. Je vous dirais en Gaspésie, mais sur toute la Minganie, en Basse-Côte-Nord. Okay. Il y en a énormément aussi de ces camps-là qui sont... les Molson allaient à Rivière-Godbout. Il y en a encore beaucoup. Les Molson aussi allaient sur la Bonaventure. Certaines familles comme ça avaient peut-être deux ou trois endroits où ils allaient passer leur été. On dit même que sur la Bonaventure, le sénateur Auckland Molson pêchait, mais sans hameçon. Ah oui, c'est pour la remise à l'eau à ce moment-là. Même pas. C'est que lui, il voulait juste profiter de la nature. Bon. Alors, puis donc, il voulait même pas se faire achaler si un saumon venait mordre ou non. Alors, il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça au cours du livre que j'ai trouvé absolument extraordinaire et qui montrent un amour de ce monde-là pour la nature, pour l'environnement et pour la ressource. Oui. Alors ça, pour moi, ça m'a impressionné beaucoup. Oui, et quand vous dites qu'il y avait déjà à ce moment-là la remise à l'eau, pour le plaisir de pêcher seulement, vous rappelez aussi quand même qu'aujourd'hui, que la majorité de ces installations, de ces camps sont maintenant, du moins les rivières, accessibles au public. Et ces gens-là, quand même, contribuent à la protection de l'environnement, puis ils s'impliquent aussi dans la gestion des différentes espèces. Ils s'impliquent et ils travaillent beaucoup à la sauvegarde des espèces et c'est remarquable. Je pense que quand le gouvernement a créé ces clubs-là en 1885, en fait, il y avait une raison, c'est que le gouvernement était pauvre, le gouvernement québécois n'avait pas d'argent et il devait protéger le saumon parce que, entre autres le poisson, et le saumon en particulier, parce qu'il y avait tellement de braconnage. Et il a donné il a créé des clubs. Et il a donné à ces clubs-là la mission d'engager des gardiens pour protéger ce foutu braconnage-là qu'on voyait partout sur le territoire. Ouais. Il y a des bateaux entiers, en plein de saumon qui venaient sur la Basse-Côte-Nord et qui repartaient à Boston. Écoutez, c'était épouvantable. Ouais. Et dans une certaine mesure, ça a marché.
Ça a marché, ça. Plusieurs de ces camps ont reçu des personnages légendaires, des hommes politiques comme Churchill, Rockefeller. Puis eux sont allés aussi, on l'a dit, au lac à l'épaule, mais il y a aussi au club du Triton. Puis ça, c'était un camp anglophone jusqu'en 1960. Puis c'est l'ex-premier ministre Jean Lesage qui avait demandé qu'on ouvre les portes à des Québécois. Écoutez, pendant des années, tous ces camps-là étaient interdits aux francophones. C'était épouvantable. Oui. C'était vraiment les Anglais. Et quand on pense que près du tiers de ces membres-là, de tous ces camps-là provenaient des États-Unis, c'est quand même énorme. Oui. C'est fou parce que... Puis je parle de toute l'histoire de la pêche, là, à partir des Autochtones jusqu'à aujourd'hui, de la pêche sportive aussi. Ouais. Je parle aussi des instruments de la pêche. Je parle des guides de pêche, qui étaient vraiment des gens d'exception là, sur le territoire, parce qu'ils connaissaient le territoire, puis ils travaillaient fort. C'était des gens qui étaient dévoués. Là. Alors, je pense que j'ai fait le tour de l'histoire de la pêche au Québec. Et, est-ce que le tome 2 va être les camps de chasse? Ah ben tiens, vous me lancez une idée, là. Ça serait pas pire. mais dites-moi, je peux pas m'empêcher de terminer l'entrevue sur une question qui me chicote depuis le début. On a entendu parler durant tout l'été du fameux régime forestier que Québec a finalement abandonné en écartant même sa ministre responsable du dossier. Vous survolez le Québec au complet, vous survolez la forêt. Et dans quel état la forêt du Québec, vue du ciel? Je vous dirais qu'en général, c'est pas si pire. Okay. Sauf que quand on arrive à des endroits où il y a quasiment encore des coupes à blanc, là, ça, c'est un peu inadmissible. Okay. Il y a un moment donné, quand il y a des coupes, il y a comme une espèce de saccage quasiment systématique de la forêt sans aucune considération de sa protection. Et ça m'effraie un peu. Oui. Je pense que les forestières, des fois, devraient être un peu plus subtiles dans leur façon de couper, de détruire, pas de ramasser le bois. Oui, mais on ne laisse pas de chance à la forêt de repousser dès qu'on fait une plantation. Dès qu'on fait une plantation, dès que ça la repousse, la régénération naturelle fait le tour de ces épinettes noires, ben là, on les coupe pour que l'épinette puisse encore pousser encore plus vite. Mais ceci étant, Pierre Lahaute, je vous remercie beaucoup d'avoir livré ce livre magnifique, Les camps de pêche du Québec, 150 ans de nature sauvage. En plus, votre timing est excellent. Ça arrive dans le temps des fêtes. C'est une excellente suggestion de cadeau. Oui. Puis moi, j'invite tous les auditeurs à se procurer votre livre qui est aux éditions de l'Homme. Puis moi, j'attends avec impatience des camps de chasse du Québec. Merci. Merci, au plaisir. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Bok-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Bok-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bokthorax.com. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au Rendez-vous Nature, afin de favoriser la relève à la chasse du chevreuil, le ministère responsable de la faune initie une fin de semaine pré-saison à la période de la chasse régulière du chevreuil. Eh bien, on y est. Partout maintenant, dans toutes les zones du Québec, la relève à la chasse du cerf se passe les 1er et 2 novembre prochains, avant la saison de chasse régulière. Le thème « Qui va à la chasse » trouve sa place. Moi, je vais vous dire que j'étais un peu sceptique parce que la densité de cerfs n'est pas la même partout dans toutes les zones de chasse. Puis c'est comme à la pêche, il faut que ça morde pour être intéressant. Puis le chevreuil, c'est pas une espèce qui est facile non plus pour les débutants. Mais les chiffres démontrent quand même la popularité de cet événement chasse. Depuis ses débuts en 2020, le week-end attire un nombre croissant de nouveaux chasseurs. La preuve en 2020, il y avait 676 jeunes chasseurs qui étaient inscrits pour participer à la fin de semaine de la relève. Et en 2023, ils étaient 4800. Daniel Labonté est un porte-parole du ministère responsable de la faune. Quelle a été la participation des nouveaux chasseurs en 2024? Vous avez mis le portrait de 2023 avec 4800 chasseurs. On comprend qu'il y a eu 715 cerfs récoltés avec un taux de succès de 15 %. Bon, pour 2024, on a une récolte de 822 cerfs pendant cette période. Donc, multiplions par le taux de succès de 15 %. On arrive à un estimé, je rappelle bien, autour de 5500 chasseurs de la relève. Là, c'est excellent. Oui. Et M. Wells, ça nous permet de constater, c'est un indicateur, oui, que l'activité en soi se maintient très bien même, à une hausse au fil des ans de participation. Cette activité-là qui vise, bien sûr, à assurer la pérennité de la chasse aux cerfs de Virginie, mais à permettre ainsi le transfert des connaissances des chasseurs d'expérience au sein des nouveaux adeptes. On a besoin de leurs connaissances. Et pendant cette fin de semaine, des 1er et 2 novembre, on demande aux chasseurs d'expérience de baisser les armes et de laisser justement la chance à leur protéger d'aller chasser un cerf. Et vous parliez de la chasse aux cerfs et selon les régions, tout ça. Mais les premières années, on est venu à la conclusion qu'avec les inscriptions et le nombre de cerfs qui ont été abattus, récoltés, on est dans un taux de succès de 15 %. Quand même. C'est quand même bien. C'est ce qui nous permet de projeter le nombre de chasseurs évalués d'année en année maintenant. Je rappelle l'historique, comme vous l'aviez fait en 2020, première année, on procédait à des inscriptions à cette époque, ainsi qu'en 2021, donc autour de près de 700 chasseurs la première année. Et par la suite, via le nombre de cerfs récoltés, en disant par le taux de succès, là, c'est une règle de 3, on arrive à une évaluation du nombre de chasseurs au cours des éditions qui suivent. Et c'est constant. Donc, voici une excellente nouvelle. Et pour cette année, on invite donc tous les nouveaux adeptes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on y reviendra là-dessus, et à tous les chasseurs d'expérience, c'est leur chance de transmettre toute leur expérience, leur savoir. Ça prend absolument nos chasseurs d'expérience pour transmettre leurs connaissances. Parce qu'il faut dire que si vous aviez 5500 chasseurs en 2024, il reste que ça prend aussi 5500 mentors ou accompagnateurs. Parce que la personne qui s'initie à cette fin de semaine de la relève ne peut pas être seule. Ça prend quand même quelqu'un avec elle. Vous avez raison. Mathématiquement, j'ai un doute parce qu'il est possible pour un mentor d'avoir 2 adeptes avec lui. Peut-être, oui. Donc, vous voyez, on n'est pas automatiquement 1 pour 1. Oui. Donc, oui, c'est effectivement, vous marquez un bon point. Ça prend absolument nos chasseurs d'expérience pour transmettre leurs connaissances. Là, l'objectif de l'activité, bien sûr, c'est d'encourager la relève, de valoriser la pratique de l'activité chasse du chevreuil, le transfert de connaissances, mais il y a aussi un point qui est important, c'est d'assurer la gestion du chevreuil. Parce que si on est plus de chasseurs à prélever l'espèce, moins il va y avoir d'événements malencontreux, comme ça s'est passé dans le parc Michel Chartrand, avec une surpopulation de chevreuils. Alors donc, les jeunes de la relève font aussi leur part ou contribuent à maintenir l'équilibre de l'espèce.
Ben, c'est un bon point, ça, M. Wells. Effectivement, la chasse en tant que telle a beaucoup de qualités, de nombreuses qualités. Hein. C'est un excellent moyen pour gérer les populations animales, donc les cerfs, qui, dans certaines régions, sont en population élevée, occasionnant des effets négatifs, par exemple les accidents de la route. Tout le monde est au courant de ça. Mais, outre cette grande qualité, il y en a plein d'autres. Hein? Puis, je ne vous apprends pas, vous êtes vous-même chasseur. C'est une mise en valeur des viandes naturelles, saines. Il y a même des collectes et des dons là, de viande dans les organismes communautaires. Les chasseurs généreux, oui. Exactement. Retombée économique aussi, régionale importante. C'est une importante industrie aussi. C'est pas dénié, au contraire. Un très bon bienfait pour la santé. Les jeunes ou les chasseurs qui vont dans la nature, hein, se décollent de leur ordinateur, de leur écran, ça fait du bien, là, un bon coup de nature. Et ça a aussi une dimension culturelle. Là. Je ne vous l'apprends pas, c'est une activité traditionnelle. Mais il reste quand même une chose, c'est que je voyais que l'activité, puis je l'ai dit, donc c'est les 1er et 2 novembre, ça arrive avant donc la saison de chasse régulière. Et ça, c'est un élément supplémentaire pour attirer les jeunes de la relève, parce que à ce moment-là, leurs chances de récolter sont meilleures, parce que la pression de chasse est moindre aussi, parce que c'est avant la saison régulière. C'est réservé à eux exclusivement. Voilà. Donc, allons-y avec un taux de succès de 15 %. Donc, c'est facile à compter, là, centaines d'adeptes, il y en a 15 à peu près qui vont récolter, là, en moyenne. Mais là, rapidement, M. Labonté, qui peut profiter de cette fin de semaine de la relève à la chasse et quelles sont les principales conditions à respecter? Eh bien, il y a des profils à respecter. Les profils sont de 3 ordres. Il y a bien sûr la grande obligation qui est d'être titulaire d'un permis de chasse au cerf de Virginie, et ça, c'est pour tout le monde, hein? Valide pour la zone de chasse, etc., etc. Bon, il faut soit être âgé de 12 à 17 ans et détenir un certificat de chasseur approprié à l'arme utilisée, soit, et je terminerai avec la dernière catégorie, soit être un nouveau chasseur certifié en 2024, âgé de 18 ans et plus. Et en conclusion, toujours en ou, hein, c'est l'une de ces conditions, avoir un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse. Et qu'est-ce qu'on parle? Parce que vous m'aviez au préalable posé un peu de questionnement là-dessus, puis j'ai fait un peu de recherche, puis c'est intéressant ce que j'ai découvert. On parle du permis d'initiation à la chasse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme d'initiation à la chasse connu sous le nom de permis d'initiation. Ça vous permet donc de vous procurer une seule fois dans votre vie toutes les catégories de permis de chasse pour l'année en cours sans détenir un certificat de chasseur. Donc, il suffit de prendre contact, bien sûr, avec le ministère pour l'avoir, ce numéro d'autorisation. Et les conditions d'admissibilité, eh bien, grosso modo, résider au Québec depuis 183 jours, c'est technique, là, âgé de 12 ans et plus, ça c'est important, n'avoir jamais bénéficié de ce programme, puisque c'est à vie, et n'avoir jamais possédé un certificat de chasseur. Donc, c'est intéressant. Et puis, depuis combien de temps que ça existe? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, c'est étonnant qu'est-ce qu'on peut trouver comme information quand on creuse un peu, M. Wells. Alors, le programme d'initiation à la chasse existe depuis 2003. Donc, quand même, ça fait plus d'une vingtaine d'années là, qui est en cours. Et écoutez bien ce que j'ai comme intéressante statistique. Entre 4 000 et 6 000 permis sont octroyés par année dans le cadre de ce programme. Ben voyons donc. Absolument. Et vous comprenez que les bénéficiaires sont âgés au moins de 12 ans et plus qui veulent s'initier à la chasse. Et imaginez-vous que, savez-vous quelle est la moyenne d'âge de ces 4 000 à 6 000 permis octroyés par année? Eh bien, on pense que la relève, tout ça, c'est jeune. C'est ça, je dis, les jeunes, oui, mais il n'y a pas seulement que les jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 30 ans. Ce qui démontre que ce ne sont pas seulement les jeunes qui souhaitent s'initier à la chasse. Et donc, vous voyez à quel point que c'est révélateur, cette information. Ça ouvre, bien sûr, les perspectives pour la fin de semaine de la relève à la chasse à tous les jeunes, bien sûr, mais à toute personne âgée de... Même les plus vieux là, qui veulent s'initier, il faut bien sûr trouver un mentor, hein, un accompagnateur d'expérience, un ami, quelqu'un de la famille. Consultez le site du ministère sur la relève à la chasse, québec.ca, /relève-chasse. Une recherche Internet vous donne facilement accès à toutes les informations disponibles relativement à cette bonne fin de semaine de
la relève à la chasse, rappelons-le, les 1er et 2 novembre prochains. Alors, Daniel Labonté, porte-parole du ministère responsable de la faune, je vous remercie beaucoup de nous avoir rappelé l'existence de cette fin de semaine de la relève, puis aussi d'avoir cherché les chiffres qui nous démontrent, hors de tout doute, que c'est très populaire, puis que ça rejoint beaucoup de monde. 4 000 à 6 000 par année, c'est quand même incroyable avec le permis d'initiation. Là, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup, M. Wells, très apprécié. Comme on vient de l'entendre du porte-parole du ministère responsable de la faune, Daniel Labonté, un jeune de la relève qui veut être initié à la chasse du cerf en pré-saison dès les 1er et 2 novembre, mais qui ne possède pas de certificat du chasseur, peut quand même s'adonner à cette activité. Comment? Bien, en se procurant un permis d'initiation à la chasse. On obtient ce permis une fois dans sa vie. Ça le prend pour acheter un permis de chasse régulier, comme le petit gibier, le chevreuil et autres. Et tout cela, c'est sans avoir à suivre les formations obligatoires. Un jeune de la relève, Philippe, qui réside à Lévis, séjournait récemment avec sa famille dans la réserve faunique de Rimouski. Philippe, la chasse n'est pas vraiment une tradition familiale, je pense, chez vous. Non, pas vraiment. Il y a mon père qui chasse un petit peu la perdrix, puis c'est tout. À part de ça, on n'a pas vraiment d'autres expériences. Mais comment tu as été amené, là, justement, à t'intéresser à ça, puis à vouloir t'initier en te procurant un permis d'initiation à la chasse? On a un ami qui nous avait parlé de ce fameux permis de chasse, initiation à la chasse. Et donc, pour y accéder, on avait qu'à aller sur la plateforme en ligne du gouvernement pour le procurer. C'était super simple, puis j'ai eu bien du fun avec mon père là, par la suite. Oui, j'imagine. Puis ça, il n'y a pas de coût, je pense, pour ça. C'est gratuit, hein? Oui, le permis en soi, il est gratuit. Après, il faut quand même payer pour la journée. Oui, là, tu dois payer pour le droit d'accès pour chasser dans une réserve faunique et tu dois aussi avoir ton permis de chasse du petit gibier. Mais le permis d'initiation à la chasse, lui, est gratuit. Oui, exact. C'est ça. Puis là, donc, tu dis que tu as eu plein de fun. Ça s'est passé comment, finalement? Là? Raconte-nous un peu ta première journée de chasse là, officielle dans ta vie. Là. On est parti le matin, là, vers 6 heures du matin pour aller vers les pistes. Puis on s'est promené en camion au début. Après, on a trouvé des sentiers, là, des anciens sentiers de bûches. Donc, on est rentré là-dedans. Puis, c'est là que j'ai aperçu les 2-3 premières perdrix là, que j'avais jamais encore chassées. Là. Cette fois, j'avais mon arme à feu. Donc, c'est la première fois que j'en voyais avec mon arme à feu. Donc, on s'était rapprochés, mais la première était partie dans le bois. On a essayé de la trouver, mais on l'a pas trouvée finalement. Elle était plus rapide. Oui, elle était plus rapide. Puis quand ils sont dans le bois, j'ai de la difficulté à les voir. Donc, j'essayais de les chercher, de les entendre, mais c'était trop difficile. Sauf qu'après ça, quand on est rembarqué dans le camion pour retourner dans une autre trail, arrivé à l'entrée de la trail, exactement à l'entrée de la trail, je sors du truck puis j'en vois 2 dans les branches. Oups. Fait que là, à ce moment-là, je m'en vais en arrière, je ressors mon arme de l'étui. Puis ils bougent pas, ils sont juste là, puis ils font leurs affaires. Je sais pas, ils bougent pas, en tout cas. Donc je tire la première. La deuxième panique un peu, elle vole, mais elle reste proche, elle va en bas de l'arbre. Fait que je la tire à son tour. Fait que ça m'a fait mes 2 premières perdrix en dedans de quelques secondes. Est-ce que les 2 perdrix étaient une par-dessus l'autre? Non, il y en avait. Il y était les 2 sur le côté, là, mais sur la même branche, mais à côté. Okay. Mais si ça t'arrive encore, puis il y a 2 perdrix, puis il y en a une en haut, puis l'autre est plus basse, commence par celle du bas. Parce que si tu tires sur celle du haut, en tombant, elle va faire partir l'autre. Ah, OK. Tu comprends? Et puis aussi, si tu dis que les 2 perdrix étaient dans un arbre, là, à ce moment-là, on dit qu'elles sont en train de bourgeonner, c'est qu'elles mangent des petits bourgeons. Puis ça, quand les perdrix bourgeonnent, ben, c'est surtout en début de journée, puis aussi à la fin de la journée. Puis là, une fois que ta journée de chasse a été faite, que tu as récolté, si j'ai bien compté, 3 perdrix, là, il se passe quoi maintenant? Là? Ça va être quoi? Est-ce que tu vas suivre ton cours du certificat de chasseur ou tu vas arrêter cela? Est-ce que ça t'a donné la piqûre? Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, certain, c'est sûr. Ça m'a donné la piqûre dès les premiers instants quand on chassait, puis que j'ai vu comment ça se passait, l'ambiance, l'énergie. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que je vais prendre mon cours de chasse
cet hiver, là. J'imagine que ça peut se faire en ligne. Moi, j'aimerais bien ça le passer, oui. Oui, le cours du certificat du chasseur se donne en ligne, sauf pour l'acquisition d'armes à feu. Là, à ce moment-là, c'est une journée en salle où tu dois apprendre les rudiments du maniement des armes à feu. OK. Donc, tu peux compter 2 jours à peu près pour suivre la formation pour devenir détenteur du certificat du chasseur. Ben alors, Philippe, merci de nous avoir raconté ton initiation à la chasse. Puis, je te dis bienvenue dans la grande communauté des chasseurs maintenant. Merci beaucoup. OK, salut, à la prochaine fois. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le BOC Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Ce conseil de professionnel, une présentation d'Écoton de Mont-Lebel Chasse et Pêche. On poursuit maintenant Rendez-vous Nature avec notre chronique du pro, Steven Simon, franchisé Écoton, propriétaire de Mont-Lebel Chasse-Pêche, à 10 km au sud de Rimouski, sur la route 232, sur la route que j'appelle des grands territoires de chasse, des réserves ZEC et pourvoiries. Et cette semaine, après avoir contrôlé ces odeurs, comme on l'a fait la semaine dernière, il y a un autre point majeur, les engins de chasse pour le gros gibier. Quels sont ceux qu'il faut choisir selon la situation, selon la réglementation? Eh bien, encore là, Steven Simon, notre conseil de pro va nous dire justement quelles sont les armes à privilégier selon les différents gibiers et les périodes de chasse. Dans le fond, le Québec, présentement, est réparti dans plus ou moins 3 périodes de chasse distinctes. Il y en existe peut-être d'autres là, pour des particularités, mais on va s'en arrêter juste à 3. Dans le fond, la première période de chasse qui est à la chasse à l'arc et à l'arbalète. Oui. Ensuite, on va avoir les armes à feu, donc carabines ou fusils de chasse, qui vont après ça, après cette période-là, laisser la place pour les armes à chargement par la bouche. Donc, ce qui est dit d'une arme poudre noire. Mais au départ, dans le fond... Oui, je m'excuse. Non, continue. OK. Dans le fond, prime abord, dans le fond, ce qui est reconnu là-dedans, c'est que on part toujours de l'engin le plus faible en allant vers possiblement pas le plus dommageable, mais le plus puissant. Plus efficace, oui. Exact. Fait que dans la zone, dans la période des amours, dans le fond, l'orignal est plus vulnérable, il va se rapprocher plus. Donc, à ce moment-là, on ne permet pas d'avoir des engins plus puissants. On va permettre justement d'avoir des engins qui nous permettent d'être plus près, un peu comme justement l'arc à la poulie, l'arc traditionnel et l'arbalète. Si on fait un peu l'échelle, l'arc traditionnel, c'est probablement la plus vieille arme qui est employée, je dirais, au Canada, du moins, je ne peux pas dire pour le monde, mais c'est très silencieux, c'est léger, mais par contre, ça demande une maîtrise hors de tout, parce que c'est probablement l'engin qui est le plus capricieux puis qui est le plus facile à fausser. On va après ça déphaser vers l'arc à poulie, qui est une adaptation, dans le fond, de l'arc traditionnel. Mais là, on va aller chercher des puissances quand même beaucoup plus élevées. Avec la technologie, bien sûr, on a réussi à repousser les limites là, des flèches pour justement donner de la distance. Et après ça, on a transposé vers l'arbalète, qui aujourd'hui est probablement l'engin le plus utilisé dans la période de chasse à l'arc et à l'arbalète, justement de par son côté compact, qui est facile d'emploi, parce qu'on va l'utiliser pratiquement comme une arme à feu.
Donc, on a la préhension comme une crosse d'une arme à feu, on a le télescope, puis on a l'aspect redoutable aussi des ajustements qui sont de plus en plus précis. Si on va vers un engin qui est de moyen à très haute vitesse, on peut aller chercher des très bonnes distances. Malgré que, normalement, un chasseur averti qui va bien s'ajuster et qui va bien connaître son territoire ne devrait pas vraiment dépasser les 40 à 50 mètres en forêt. Il y a toujours des aspects quand même qu'on peut arriver sur un territoire puis il y a un grand bûcher. Mais ce n'est pas des armes qui sont à privilégier pour cet espace-là parce que justement, ce n'est pas adapté. C'est fait pour aller en bois fort, aller dans des endroits où justement l'orignal va aller s'accoupler puis avoir des endroits plus denses un petit peu, comparativement à un arc qui va être peut-être des fois moins malléable au travers des branches. Là. Mais à une certaine époque, on parlait quand même de 30 mètres qui était le maximum. Mais là, j'imagine que c'est l'évolution des engins, comme l'arbalète, l'arc à poulie, qui fait en sorte que maintenant que la distance a augmenté. Pour l'arc, je dirais que ça a plus ou moins resté la même chose, parce que les vitesses d'un arc ont resté assez similaires. Par contre, le poids des flèches donne beaucoup d'énergie et d'inertie pour quand même des bonnes distances. Mais pour un arc traditionnel, je ne dépasserai pas les 30 à 35 mètres pour mon cas d'éthique à moi. Par contre, dans l'arbalète, aujourd'hui, on a réussi à dépasser les 525 et 530 pieds par seconde. Là, on a pratiquement des petites carabines qui envoient des projectiles qui ressemblent à des flèches. Mais il faut toujours ne pas oublier. Moi, regarde, je le vois en tant que marchand, je vois des gens qui sortent leurs arbalètes 2 jours avant l'ouverture de la chasse puis qui pensent que c'est une carabine. Donc là, je mets ma mise en garde quand même. Moi, je suis conscient, puis je trouve que les chasseurs à l'arc, je vais parler surtout des arcs à poulie, sont souvent plus consciencieux, ils vont prendre plus de temps, parce qu'ils le savent qu'ils doivent acquérir la dextérité. Ils vont sortir généralement leurs arcs au mois de juin, et ils vont tirer souvent, moi je dirais même à tous les jours, pratiquement jusqu'à l'ouverture de la chasse. Donc, ces gens-là ont acquéri une maturité dans la saison pour justement arriver avec une arme et être à des distances assez précises, parce que leur cerveau réussit à le gérer. L'arbalète, que je trouve un petit peu dommage, justement, c'est que les gens ne prennent pas assez de temps pour, justement, acquérir cette maturité-là, puis tirer avec, puis s'habituer au comportement de l'arbalète dans des situations X, Y et Z. Donc, là, je dis tout simplement que la vitesse des arbalètes a beaucoup augmenté, donc permet d'avoir beaucoup d'énergie pour une distance de plus ou moins 40 à 50 mètres, mais ça demande aussi en contrepartie d'avoir de la pratique et avoir acquéri les compétences pour le faire. Absolument. Et bien, ceci nous amène à un type d'arme qu'on parle plus ou moins ou très rarement, c'est l'arme à chargement par la bouche, le fameux mousquet ou arme à poudre noire. Puis ça, il y a toujours une saison supplémentaire aussi dans certaines zones. Puis, mais c'est pas quand même très populaire auprès de la clientèle des chasseurs. Sinon, ça ajoute tout simplement une nouvelle saison. Exact. Ça ajoute une nouvelle saison. Ça donne un petit peu ça permet d'extensionner puis d'offrir quand même aux gens qui n'ont pas pu, qui travaillaient ou tout autre chose, de pouvoir quand même permettre d'allonger leur saison. Mais ça demeure quand même, comparativement, mettons, à une arme à feu, une arme qui a quand même un bon handicap. On a des bonnes distances de chasse par rapport à une arbalète, mais on est limité plus ou moins à 100 mètres et un petit peu plus. On a quand même des exceptions là, qui sont plus performantes que la moyenne. Mais personnellement, avec la précision générale de ces armes-là, je ne dépasserai pas un 100 à 150 verges, là, puis vraiment, je me pratiquerais, puis mon arme serait à point, je ne dépasserai pas ça. En contrepartie, cette arme-là amène beaucoup de contraintes. On ne peut pas tirer des grands volumes de munitions sans avoir à nettoyer. Oui. C'est une arme qui est capricieuse parce que la poudre et l'amorce, dans le fond, sont aux éléments, sont quand même à... s'il pleut dehors, ça peut être plus sensible à cela. Donc, on va dire, on offre plus de chances à notre gibier de pouvoir s'en aller pratiquement que de pouvoir le tuer avec ces types d'engins-là. Alors, bonne chasse, Steven, puis on va se reparler pour les cartes éco-forestières, parce qu'il faut savoir quand même se déplacer en forêt. Puis, la prochaine chronique aussi, une des prochaines chroniques, il faut savoir aussi s'habiller avec le froid et la neige pour bien profiter de ces moments de chasse durant la période du chevreuil. Conseil de pro Écotone, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au Rendez-vous Nature, contre toute attente, ça a été vraiment une surprise. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a confirmé le 15 octobre qu'il y aura finalement un tirage au sort pour l'attribution de 27 terrains de villégiature offerts en location sous les terres publiques du domaine de l'État. Au printemps dernier, le même ministère avait annulé le tirage au sort de l'automne 2025, prétextant vouloir concentrer ses énergies dans la réalisation des plans régionaux de développement du territoire. Plusieurs observateurs s'entendent pour dire qu'il s'agit tout simplement du développement éolien. Donc, on l'a su le 15 octobre, même jour que le début de la courte période des inscriptions au tirage qui prend fin le 10 novembre. Alors, Arthur Fortin est le président du regroupement des locataires de terres publiques du Québec. Quand on a parlé de l'annulation de ce tirage au printemps, Arthur Fortin, vous l'avez dénoncé, vous étiez même étonné, sidéré, choqué. Est-ce que cette annonce de la reprise du tirage vous permet de décompresser ou en rajoute une couche? On pourrait dire que finalement, pour le RLTP, c'est comme une espèce de demi-victoire. Vous saviez qu'il y avait un moratoire et on pense que par nos pressions, par après, le ministère est revenu sur sa décision pour offrir des terrains. Mais quand on constate qu'effectivement, il n'y a seulement que 30 terrains dans tout le Québec qui sont offerts par tirage au sort, on est un peu déçus. C'est pour ça qu'on parle de demi-victoire. Ça a été mon commentaire, mon premier commentaire que je vous ai fait, parce qu'on n'est pas capable sur les terres publiques d'offrir un minimum de terrain sans nouveaux villégiateurs. Ça semble un peu trop pour le ministère et ses MRC délégataires. Alors, on se sent comme un petit peu discriminé, si vous voulez. On se dit, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à offrir plus de terrain? Quand on connaît toutes les retombées, là, de différentes sortes de retombées économiques, retombées sur le plan du bien-être aussi des gens quand on accède en forêt. Oui. Alors, c'est drôlement frustrant. Mais habituellement, il y en a combien de terrains, le bon an, mal an, qui sont offerts en tirage? Habituellement, il y en a une centaine. Ah, une centaine, puis là, on a 27. Et en plus, il y avait un objectif d'en offrir plus. Vous savez, dans le plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026, le ministère s'était fixé, au cours de ces 5 années-là, de procéder au tirage au sort d'environ 1000 terrains de villégiature. Alors, on ne fera pas vraiment le compte. À mon avis, ce qu'on peut compter au total, si on ajoute à ça un peu les baux de premier requérant là, qui sont possibles sur la Côte-Nord, il y en a à peu près 5 à 600 qui auraient été tirés. Alors, on est vraiment loin de l'objectif. Alors, il y a eu un frein à quelque part qui a été mis. Vous avez fait référence au début au PRDTP, là, aux plans régionaux de développement du territoire. Ouais. Nous, on considère toujours qu'on peut marcher tout en marchant de la gomme. On peut faire les deux choses en même temps et certaines MRC nous le prouvent. Là. Ouais. Alors, il y aurait donc eu, je pense, je sais pas, que les gens fassent un peu de pression parce que, vous savez, des tirages au sort de terrain de villégiature, ça a comme conséquence des retombées économiques pour les régions périphériques, à quelque part. Souvent, on nous dit qu'il faudrait utiliser la forêt à d'autres fins. Il y en a justement une là, faire vivre certaines municipalités qui se dévalorisent là, en région périphérique. Oui, puis je vois sur la carte que j'ai pu obtenir, là, sur la Côte-Nord, il y a seulement 4 terrains offerts en tirage. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a 5. En Outaouais, un seul. En Abitibi, 8. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 9. Alors, ce qui donne 27. Alors, on est loin du compte de 100, mais organiser un tirage au sort en pleine période de chasse, me semble, c'est pas la meilleure idée du ministère, ça? Je pense pas que... Oui, si on veut, mais d'un autre côté, vous savez... il y a une forte participation. Je ne croirais pas que ça empêche les gens de participer, mais il y a lieu de faire des avertissements, par exemple, sur la participation. Vous savez qu'il y a des règles nouvelles, c'est le bon moment peut-être de les dire. À partir de maintenant, le villégiateur qui gagne un tirage au sort, il est obligé d'investir au moins 20 000 sur son terrain avant de pouvoir s'en départir. Auparavant, il y avait des spéculateurs souvent là, qui essayaient de faire un petit moton d'argent avec ça. Et le 20 000 là, c'est un investissement au-dessus du solage. Ça compte pas défricher son terrain, y faire un accès, faire sa fosse septique. C'est un bâtiment de 20 000 Alors nous, ce qu'on dit, dans le fond, le tirage au sort, la personne qui gagne ça, elle gagne la possibilité d'investir. C'est bien plus ça qu'elle gagne que d'autres choses. Ouais. Et c'est un certain intérêt parce que ça va nous amener probablement des villégiateurs, des gens qui veulent vraiment s'installer, profiter du bien-être de la place, respecter aussi les nouvelles règles environnementales. Alors, à ce titre-là, c'est un avertissement qu'on fait, par exemple, aux villégiateurs, mais je ne pense pas que, même si c'est pendant la période de chasse, que ça empêche
des gens vraiment de s'inscrire à ce tirage-là. Il reste quand même qu'on l'a su le 15 octobre, puis les inscriptions commençaient le 15 octobre, puis c'est fini le 10 novembre. Le 10 novembre, c'est bientôt. 10 novembre. Ça donne pas beaucoup de temps quand même. On va voir son petit coin de paradis en forêt, mais maintenant là, que c'est dit, on s'attendait à une augmentation quand même assez substantielle. On parlait même d'une hausse de l'ensemble des baux qui rapporterait 3,7 millions l'an prochain au ministère des Ressources naturelles et des MRC. On en est où là, dans cette possibilité d'augmentation des baux pour 2026? Alors, ceux qui nous ont suivis sur cette... là, vous nous parlez, dans le fond, de l'augmentation des baux qui sont au minimum. C'est 27 000 baux sur les 40 000 baux. Le RLTP a paru dans un méchant paquet de médias d'information pour faire des pressions là-dessus. On a eu des contacts et on a grimpé dans les structures du ministère. Je peux vous dire quand même, j'ai un ministre assez important qui nous a contactés pour voir un peu notre position là-dessus. La décision finale n'est pas encore prise. D'ailleurs, vous avez vu dans la brochure de tirage au sort, on nous dit que le règlement n'est pas passé, il est encore possible, il est encore sur la table. On est en attente. Vous savez, il y a un nouveau ministre, alors il a fallu refaire un peu nos devoirs là-dessus. On y a mis un paquet d'efforts, je peux vous dire. C'est pas gagné d'avance et on en est encore au compromis qu'on a proposé. Mais il reste quand même que là, est-ce qu'on peut s'attendre à un cadeau de Noël pour les fêtes pour les propriétaires de baux en forêt, ou ben non, si ça va être un cadeau qui va être mal reçu, justement? J'aimerais bien ça, que ce soit un cadeau de Noël et que le gouvernement mette un peu d'eau dans son vin là-dessus. Mais en passant, comme cadeau de Noël, s'il y en a un que je suggère aux différents villégiateurs qui nous écoutent, là, c'est bien pour 30 $ de devenir membre du RLTP à quelque part. Et je vous jure que ça nous donnerait un peu de pression lorsqu'on parle vraiment, et pas seulement sur le dossier d'augmentation des baux minimums. Il y a un paquet de dossiers, comme les aires protégées, par exemple, qui s'en viennent. Écoutez, il y a 411 projets d'aires protégées au Québec. Je ne vous dis pas que ça va mettre les villégiateurs dehors, mais il me semble que les villégiateurs ont droit à un minimum d'informations là-dessus et à des gens qui s'occupent de ces droits-là et qui les informent un peu, parce qu'on peut proposer des aires protégées sans même consulter les villégiateurs qui sont sur place. Vous, là, en ayant plus de membres, ça mènerait aussi le ministère à vous consulter, parce que même si on dit que vous êtes le représentant officiel des villégiateurs en forêt, des locataires de baux, vous n'êtes pas consulté ni pour les tirages, ni pour la reprise des tirages. On vous a pas demandé votre avis. Vous savez, on a pris la place. Là. C'est ça l'idée. Je pense que notre place, il faut la prendre. Je pense qu'on l'a pris sur ce dossier-là. Pour ceux qui nous ont suivis en pleine période de vacances l'été passé, et dans toutes les régions du Québec, on a pris notre place. Je pense que c'est ce que le RLTP va continuer à faire à l'avenir, c'est prendre sa place. Et par après, on a un peu d'écoute. Je vous dis qu'à partir du moment où on prend notre place, tous les gens qui vont nous faire des règlements, qui vont nous provenir du haut vers le bas, vont devoir tenir compte du fait que quand ça va arriver en bas, il peut y avoir une réaction des villégiateurs. Parce qu'il y a des porte-paroles des villégiateurs et parce qu'il y a une association, une organisation qui parle au nom de plusieurs, puis qu'on a moyen de contacter ces gens-là et de les mobiliser. Puis là-dessus, vous nous avez aidés aussi. On vous en remercie beaucoup. Oui, la force du nombre est toujours importante dans ce genre de dossier. Alors donc, Arthur Fortin, président du regroupement des locataires de terre publique du Québec, bien, merci beaucoup de prendre position encore une fois dans ces dossiers-là, puis de vous exprimer sur le tirage au sort qui avait été annulé, puis là, maintenant qui reprend. Moi, je maintiens que durant la période de chasse, bien, c'est pas le meilleur moment pour participer à ce genre de tirage. Alors, je vous remercie beaucoup, Arthur Fortin, puis je vous dis à une prochaine fois. Merci, on va suivre ça de près. Au plaisir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le BOC Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que prend fin notre Rendez-vous Nature de cette semaine, comme je l'ai vu et préparé pour vous. Ici Ernie Wells, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Et en fin de semaine prochaine, ben là, la fin de semaine du 1er et 2 novembre, oui, c'est la fin de semaine de la relève à la chasse du chevreuil, mais partout au Québec, ben on va passer à l'heure d'hiver déjà. Alors, dans la nuit du 1er au 2 novembre, toutes les horloges devront être reculées d'1 heure afin de revenir à l'heure normale du Québec. Comme on dit, il va faire noir de bonne heure. Mais pendant ce temps-là, il reste quand même que c'est la chasse aussi du dindon sauvage de l'automne, parce que cette chasse est autorisée au Québec pour récolter le dindon mâle et femelle, mais pas dans toutes les zones, seulement dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, la chasse du dindon sauvage de l'automne se tient du 25 octobre au 31 octobre. Alors, on peut entendre et réentendre cette émission sur Rendez-vous Nature, le journal lesoir.ca et sur Balado Québec et sur YouTube. Et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.